Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui, nous allons nous apprêter à revivre intensément la Seconde Guerre mondiale, mais sans risque sur plateau. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il va être question de Quartermaster General. Quartermaster Général. Et c'est la V2, exactement. Alors, me posez pas de questions sur la V1, hein, je la connais pas. Il y a écrit tout ce qui change sur la règle du jeu, bon, je vous laisse lire ça. Moi, je vais enlever ce truc là parce que j'ai trop chaud. Et donc, Quartermaster Général, comme je l'ai dit, eh bien, on va revivre la Seconde Guerre mondiale, mais alors voilà, vraiment en termes stratégiques, c'est-à-dire qu'il va pas y avoir énormément de déplacement de troupes, voilà, c'est pas un wargame sur un champ de bataille, c'est vraiment une vue d'ensemble sur une map monde. Il va falloir penser logistique, couper les lignes de ravitaillement des adversaires, mais surtout il va falloir travailler en équipe. Et oui, car ce jeu en fait oppose donc deux camps, hein, comme dans la réalité, et donc il y a différentes factions par camp. On va avoir donc une équipe composée de l'Italie, du Japon et de l'Allemagne nazie, et une deuxième composée des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'URSS. C'est un jeu historique avec des comportements de factions qui sont calqués sur ce qui s'est passé dans la réalité, donc voilà, c'est un jeu très accessible également, et donc c'est un jeu qui a tout pour plaire. Moi lorsque je l'ai découvert c'était vraiment un vrai coup de cœur, et donc d'ores et déjà je peux vous dire que je vous le recommande chaudement. Quartermaster General est donc un jeu de Ian Brody pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans, et des durées de partie annoncées d'environ 2 heures, et il faut dire qu'elles sont bien tenues. Après je pense que si vous jouez à 2 joueurs et que vous devez gérer les 3 factions de votre camp, par contre ça risque de traîner. Vraiment restez à 6 joueurs parce que le jeu est tellement intense comme ça quand on est 6 autour de la table, c'est un jeu qui sait instaurer une ambiance. Rompez les rangs, installez-vous confortablement pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors voilà, Quartermaster Général est installé, il est très vite installé, surtout pour un jeu dans ce thème-là. Donc on a un magnifique plateau de jeu qui est très grand, qui est très beau, il y a de la place. Alors comme je le disais tout à l'heure, eh bien nous aurons à jouer les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste, l'URSS et enfin l'Empire du Japon. Les factions ne seront pas équipées de la même manière. Elles n'auront pas le même effectif d'armée terrestre ni même de flotte. On peut le voir là, hein, regardez, entre l'Italie et l'Allemagne qui sont alliés, eh bien il y a quand même un écart en termes de nombre de cartes. L'Italie a un deck de cartes beaucoup plus petit, et d'ailleurs son effectif militaire est beaucoup plus petit que celui de son voisin. Et donc toutes ces petites différences sont relatées ici en début de livret de règles. Donc on nous explique, hein, voilà, que l'Allemagne par exemple a 41 cartes quand l'Italie n'en a que 30. L'Allemagne a aussi 7 armées terrestres et l'Italie seulement 4. Alors après c'est pareil, hein, dans le contenu du deck c'est absolument différent, c'est-à-dire que par exemple chez l'Allemagne, à moins que je me trompe, hein, il n'y a pas de carte riposte, on verra ça tout à l'heure, mais c'est une catégorie de cartes en fait qui vous permet de piéger le terrain, on va dire, voilà, et ça n'existe pas avec l'Allemagne. L'Italie, elle, par contre, elle a 4 pièges dans sa pioche, et leur copain le Japon, il en a 11, donc énormément, hein. Au niveau des cartes, alors là, j'ai pris le deck de l'Allemagne nazie. Moi, je trouve que les illustrations sont plutôt jolies, ça fait vraiment affiche de propagande de l'époque. Alors, c'est les mêmes dessins d'un deck à l'autre, hein. Simplement, on a le fond, en fait, le drapeau qui change. Donc, les petits meeples, chars d'assaut et bateaux sont magnifiques, moi j'adore, hein. Franchement, ce type de design, là, c'est fantastique. Il n'y a pas d'avion, mais visiblement, il y a une extension aéronavale qui permet de les jouer, voilà, je ne la connais pas encore, et voilà, là je vous ai à peu près présenté le matériel. Alors les tours de jeu sont extrêmement simples, vous allez le voir, on est bien aidé là par une petite tête de jeu qui est également imprimée sur le plateau, hein. Donc ça c'est bien pratique. L'ordre de jeu sera toujours le même, quelle que soit la partie, hein. On le voit ici, c'est l'Allemagne qui commence, puis le Royaume-Uni, puis le Japon, etc., etc. Et donc tout le monde va jouer de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une première phase qui est la phase action, donc là on peut jouer ou défausser une carte de sa main. Alors défausser c'est quand vous savez pas quoi jouer en fait, hein, tout simplement. Alors en début de partie, on a tous 7 cartes en main. Alors par exemple, je pourrais ici construire une armée. Alors construire une armée, ça veut dire une armée terrestre, hein, un char d'assaut. Alors pour pouvoir bâtir une armée ou une flotte d'ailleurs, eh bien, il faut que le territoire où l'on construit, eh bien, soit ravitaillé
est adjacent à l'une de nos armées ou l'une de nos flottes. Alors adjacent à une de nos armées ou flottes, ben ça vous comprenez tout à fait ce que ça veut dire. Ravitailler, eh bien ça signifie que de quelque manière que ce soit, il faut qu'on puisse être connecté à l'un de ces points d'intérêt là que vous voyez sur la carte, l'une de ces étoiles. Ce sont des centres de ravitaillement. Alors ça comprend notamment votre QG de départ, hein, donc vous pouvez tout à fait vous étendre à partir de l'Allemagne, il n'y a aucun souci. Mais ces voies de ravitaillement, elles ne marchent qu'avec les effectifs de votre couleur. Là dans le cas des Allemands, vous ne pouvez pas vous faire ravitailler par les Italiens par exemple. Alors je ne peux pas mettre plus d'une armée de la même faction par pays. Ça veut dire que je peux pas construire un deuxième char sur l'Allemagne, hein. Je suis obligé d'aller m'étendre. Je pourrais d'ailleurs très bien construire en Italie, histoire de renforcer un petit peu mon allié. Ça a des conséquences au niveau du score, on le verra tout à l'heure. Une fois que j'ai construit mes armées, elles ne se déplaceront plus sur le plateau de jeu. Voilà, il n'y a pas de phase de mouvement. Une fois qu'on est quelque part, on y reste. Il y a possibilité de récupérer ses armées pour refaire sa réserve, hein, parce qu'on est en effectif limité, mais on va pas aller bouger d'un pays à l'autre. La seule manière d'avancer, c'est de construire un adjacent. Alors, je pourrais également aussi construire une flotte, hein, c'est la même chose qu'une troupe terrestre, sauf que je vais poser un bateau. Là aussi, il faut que je sois relié à une armée de ma faction, parce que là aussi, il faut que je sois ravitaillé, donc il faut que je sois connecté à une étoile, tout simplement. Alors, il y a une petite particularité pour la flotte, tout de même, il faut également qu'elle puisse être connectée à une armée terrestre de notre camp. Alors, de notre camp, ça veut dire de notre faction ou d'une faction alliée. Ça pourrait très bien être un char ici italien en Amérique du Sud, pourquoi pas, ou ça pourrait très bien être ici un char allemand sur la côte est des États-Unis, si toutefois je m'étais emparé de ce territoire-là. Alors ensuite, j'ai des cartes par exemple bataille terrestre. Alors ça veut dire tout simplement que la bataille se passe sur Terre, et c'est très important, voilà, de signaler ça, parce que la bataille terrestre peut être déclenchée donc entre deux territoires adjacents, y compris en provenance d'une flotte vers un char d'assaut sur Terre. Alors la bataille se passe très simplement, il n'y a pas de lancer de dés, il n'y a pas de combat de cartes ou quoi que ce soit, elle est gagnée immédiatement. C'est pareil pour la bataille navale, sauf que là, évidemment, ça se passe dans l'eau. Alors là, même chose, hein, vous pouvez tirer avec un char d'assaut dans l'eau, il n'y a pas de problème. Alors je sais pas si vous avez remarqué, petit détail, hein, vous avez ici des petits détroits qui sont mentionnés par une encre. Alors ça veut dire que les deux mers de part et d'autre sont totalement ouvertes pour les joueurs alliés à partir du moment où il n'y a pas de joueur de l'axe à proximité. Ça veut dire que on peut construire en adjacent, qu'on peut attaquer en adjacent, enfin comme d'hab. Par contre, ces détroits sont absolument fermés aux forces de l'axe, mais si l'axe s'empare de la région sur laquelle est situé le détroit, donc l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Amérique latine, etc., et bien cette fois-ci, l'axe ferme l'accès aux forces alliées et s'empare du détroit, c'est-à-dire que maintenant c'est l'axe qui peut bâtir, c'est l'axe qui peut attaquer. Si on a par exemple un bateau de l'axe en mer du Nord comme ici, et un bateau américain en mer Méditerranée, et bien l'axe va pouvoir attaquer le bateau américain, mais le bateau américain ne pourra pas attaquer le bateau de l'axe, parce qu'il n'aura plus accès justement à ce détroit. Donc c'est un point de détail, mais qui est quand même important. Il va y avoir également des cartes événements, alors là il y a tout plein d'effets multiples et variés, je vous laisse découvrir ça. Mais là par exemple, cet événement allemand, eh bien il permet d'initier 3 batailles quand même, donc c'est énorme. En même temps, cette faction là, elle est faite pour l'offensive. Vous allez avoir voilà des cartes guerre économique qui permettent de faire se défausser les adversaires, et ça c'est une très bonne chose à deux titres, parce que déjà vous restreignez leur champ d'action bien évidemment, et en plus, on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, ça risque de leur faire perdre des points de victoire. Avec le recrutement, en fait, vous pouvez ne pas suivre les contraintes exigées lors d'une construction habituelle. C'est-à-dire que si on vous demande sur une carte Royaume-Uni, hein, voilà, de recruter en Inde, vous pouvez tout à fait vous poser en Inde, sans pour autant que votre armée ne soit adjacente à une armée déjà existante. Vous avez également des cartes statues, alors ça ce sont des cartes qui restent en permanence devant vous, et en général, voilà, ça vous apporte des compétences qui permettent d'accroître votre puissance, de scorer plus, d'embêter les autres, peu importe. Là ici, ça vous protège justement de la guerre économique, donc c'est parfait. Avec le Royaume-Uni ou les États-Unis, vous pouvez carrément ouvrir des centres de recrutement, hein, en Inde ou en Australie, et donc dès que vous allez bâtir une armée par exemple, au lieu de la bâtir en Europe où c'est déjà un petit peu bloqué, où il y a les Allemands, les Italiens, les Russes qui se foutent pas mal sur la gueule, vous allez plutôt faire grouper des armées en Asie du Sud-Est par exemple, et ça vous permettra d'embêter un petit peu le Japon sur son flanc ouest, hein, parce que c'est vrai que il est un petit peu isolé de son côté, et donc du coup garder un Japon menaçant comme ça qui n'a qu'un seul front de combat, c'est pas forcément une bonne idée. Alors ensuite il y a un autre type de carte qui n'est pas contenu dans le deck Allemagne, donc là je vais me servir chez les Russes, qui sont les cartes riposte. Alors vous voyez ici Leningrad, donc ça c'est des cartes que vous posez face cachée, hein, un petit peu à la manière de Yu-Gi-Oh, voilà, c'est un piège, et donc lorsque les conditions seront remplies pour déclencher cette carte, et bien vous la retournerez et vous appliquerez son effet. Alors ça, il y a des nations qui sont spécialistes de ça, voilà, qui se font un malin plaisir d'aligner comme ça les cartes pièges, et puis qui attendent que vous les déclenchiez. Donc là, typiquement, la Russie se protège d'une éventuelle attaque et d'une éventuelle carte bataille. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez comprendre pourquoi on se fout sur la gueule, puisqu'il va y avoir la phase de ravitaillement. Et donc là, en fait,
on va être obligé de retirer toutes les unités non ravitaillées du plateau. Donc pour rappel, les unités non ravitaillées, c'est quoi? Bien, c'est les unités qui ne sont pas reliées d'une manière ou d'une autre à un centre de ravitaillement. Et les centres de ravitaillement, on l'a vu, ce sont les étoiles. Donc admettons qu'ici, j'aurais une armée qui aurait sauté lors d'un tour précédent, donc puisque je me suis pas fait sauter ma propre armée, eh bien je vais être obligé ici de dégager ce qui suit, parce qu'il n'y a plus de ravitaillement là, on est d'accord, hein, c'est une armée isolée. Et ça aurait été la même ici par exemple, hein, si j'avais fait sauter ici ce char, on est bien d'accord que ce bateau n'est plus alimenté. Donc il saute. Bon, dans ce cas de figure, celui-ci par contre, hein, on voit qu'il peut rester puisqu'il est connecté ici à un centre de ravitaillement hein, via ce char sur la côte est des États-Unis. Le truc improbable. Donc voilà, vous avez compris là, l'essence même du jeu en fait, faut essayer de couper les voies de ravitaillement de l'adversaire de manière à l'isoler, à l'asphyxier. Alors ensuite, vous allez avoir une phase de score hein, qui permet de comptabiliser les points de victoire. Alors là, c'est encore plus simple. Vous comptez 2 points par étoile, donc par point de ravitaillement que vous occupez. Bon là, dans mon cas, l'Allemagne en occupe 4, donc ça lui fait 8 points. Alors vous le voyez ici, je monte de 8 points avec mon jeton orienté axe là, et si jamais en fait j'en viens à perdre des points pendant la partie, eh bien je redescendrai ici jusqu'à éventuellement passer en négatif, et donc si les alliés marquent plus de points que n'en ont marqué l'axe, eh bien on va retourner le jeton ici et puis ça va grimper sur la face alliée. Alors il y a une petite subtilité dans le comptage, si jamais vous avez des alliés qui ont construit chez vous, ce qui est tout à fait possible, voilà, pour renforcer les défenses d'un territoire, puisque vous-même vous n'avez pas le droit de construire 2 armées au même endroit, eh bien lors du tour de jeu de la nation, eh bien elle va toucher 1 point sur ce centre de ravitaillement, et un seul. Donc vous êtes mieux protégé, mais vous scorez un petit peu moins. Par contre, ça peut s'avérer être un bon calcul si vous êtes 3 nations au même endroit, parce que chacun va scorer 1 point à son tour de jeu. Donc là où vous auriez dû scorer 2 points, ben vous en scorerez 3. Maintenant, 3 nations au même endroit, pour l'instant j'ai pas vu. Hein. Alors faut savoir que si jamais on vous éclate sur votre quartier général, comme là par exemple les Russes à Moscou, eh bien vous pouvez quand même continuer à scorer des points. Alors bien entendu, vous n'en scorez pas ici puisque vous n'y êtes pas présent. Mais si vous avez des chars russes ailleurs en Europe, sur des points stratégiques là aussi, eh bien vous scorerez. Par contre, si jamais les Allemands viennent s'installer ici à Moscou, eh bien là vous ne marquerez plus de points, même si vous avez des armées disséminées à travers le monde sur des points de ravitaillement. Et voilà, et donc là vous arrivez en fin de tour de jeu, donc vous pouvez défausser autant de cartes de votre main que vous le souhaitez, ça permet de faire tourner un petit peu le jeu, et ensuite vous piochez pour refaire votre main à 7 cartes. Alors attention quand même sur la défausse, tout ça, c'est pas pour rien qu'il y a de la guerre économique, c'est pas pour rien qu'on fait attention à pas trop se défausser, c'est que vers la fin de partie en fait, lorsque vous devrez piocher et que vous ne pourrez pas le faire, vous allez perdre 1 point de victoire par carte non piochée, ou par carte non défaussée si on vous demande de vous défausser avec une guerre économique par exemple. Donc il faut faire très attention à son paquet de cartes. Alors il y a des nations du style les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, l'Allemagne qui ont pas trop de soucis à se faire parce qu'ils ont des gros decks de cartes, mais l'Italie par exemple c'est pas la même. Donc le but du jeu, eh bien à la fin d'un tour complet, c'est-à-dire à la fin du tour des États-Unis, c'est d'obtenir 30 points. Si ça arrive, eh bien la partie se termine immédiatement, et donc le camp qui a dépassé les 30 points est désigné vainqueur. Sinon, ben, vous le voyez en bas, il y a un compte tour, hein, voilà, qui court sur 30 tours, et donc dans ce cas-là, hein, si on trouve pas de vainqueur avant la fin des 30 tours, ben, va falloir aller jusqu'au bout, et le camp qui aura le plus de points à ce moment-là aura gagné. Si jamais il y a une égalité à la fin de la partie, ça doit pas arriver très souvent, eh bien c'est l'axe qui gagne. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc moi c'est un jeu qui me plaît énormément, c'est un jeu qui est très plaisant à jouer. Alors quelle que soit la faction en fait dont vous héritez, moi je pense que vous allez prendre du plaisir à jouer à ce jeu si vous aimez les jeux d'histoire. C'est un titre qui est extrêmement accessible, hein, vous l'avez vu, les règles sont pas si compliquées, il y a quelques petits détails effectivement, voilà, et quelques petits points de règles qu'il faut connaître, mais sinon dans l'ensemble les tours sont extrêmement dynamiques, voilà, il y a une action à faire par tour en gros, et vous avez largement le temps de préparer votre tour puisque vous avez voilà 5 personnes qui vont jouer avant vous. Il y a une bonne ambiance autour de la table parce que ce jeu en équipe là comme ça, forcément, ben, ça favorise ça. C'est un jeu qui est extrêmement palpitant avec son asymétrie, avec des événements qui font vraiment beaucoup de bruit. Le fait de poser les cartes pièges et tout, on sait pas à quoi s'attendre quand on va attaquer telle ou telle nation. La durée de jeu est bien respectée, honnêtement, 2 heures de jeu pour ce type de jeu là, je trouve que c'est tout à fait mais plus que raisonnable, on les voit pas passer du tout. Moi ça pour moi aujourd'hui c'est un jeu essentiel. Voilà, je ne saurais que trop vous conseiller de pratiquer ce jeu en attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, entre temps, de mettre les pions sur la table.